moi j'ai proposé à Jean-François de faire une histoire du Conseil général des Hautes-Pyrénées entre 1800 et 2015. Depuis 2015, c'est le Conseil départemental, ça a changé, puis comme ça on n'abordera pas les questions très récentes. Mais, alors on a discuté, parce que moi c'est un sujet qui me paraît intéressant, qui a fait l'objet d'un gros travail en 2005, 6, 7, et puis il avait été commencé auparavant par l'ancien archiviste départemental. Et il y a eu un dictionnaire des conseillers généraux qui avait été demandé par le Conseil général des Hautes-Pyrénées, et Jean-François Lenaille, juste avant sa retraite, a hérité de ce travail à diriger, et il l'a dirigé d'ailleurs même après sa retraite. Alors, c'est un dictionnaire qui va être mis à jour là prochainement, mais ce dictionnaire après a permis, à partir de là, de faire des synthèses intéressantes sur l'évolution de cette institution. Et à travers cette institution, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, en gros, ça reflète, si on part depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est un reflet aussi de l'évolution sociale, économique, démographique et politique du département. Donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir faire une synthèse générale sur l'ensemble de l'année. Je vais vous présenter le plan qu'on va suivre. Et il s'agit alors de faire une évolution sur la longue durée, depuis sa création en 1800 jusqu'en 2015. Donc ça débouche sur la période actuelle. Il faut dégager des grandes périodes chronologiques, on ne va pas s'embourber dans les résultats électoraux ou dans la chronologie, mais il faut dégager un certain nombre de périodes pour voir quelques grandes tendances. Le plan que je vais suivre sur le long de l'année, aujourd'hui on va faire une introduction générale consacrée à ce qu'il y avait dans les territoires, les futurs territoires haut-pyrénéens, à ce qu'il y avait avant la Révolution, depuis le Moyen-Âge. Parce que nous avons eu une tradition de participation aux décisions, y compris avec les premiers comtes de Bigorre. Les premiers comtes de Bigorre, j'en parlerai tout à l'heure, s'étaient entourés d'une cour, ce qu'ils appelaient la cour comtale, mais qui laissait la place aux représentants de la société de l'époque. Donc ce n'était pas un autocrate qui gouvernait tout seul. Et ça, c'est une tradition qui caractérise les pays pyrénéens notamment. Bon. Alors, après cette introduction générale, dans les séances qu'on va voir, il reste 11 séances avec celle d'aujourd'hui, sur l'ensemble de l'année. On peut découper au moins en 3 grandes périodes, tout ça. La période qui va de 1800 à 1870, parce que c'est une période homogène. Le Conseil général n'a pas beaucoup de pouvoir, c'est le préfet qui commande à cette époque-là. Puis, entre 1870 et 1940, sous la Troisième République, il y a eu une évolution. Et puis, depuis la période de 1945 jusqu'à 2015, c'est une 3e période. Donc en fait, c'est 3 périodes de 70 ans, si vous voulez. Ça fait un équilibre. Avec, évidemment, il faudra consacrer une partie, pas une séance entière, parce que, bon, c'est pour une question de temps, il y a l'intermède du régime de Vichy. Parce que sous le régime de Vichy, il y a eu un conseil départemental. Bon. Où ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, mais ils étaient consultés. Alors, historiquement, ça donne lieu à des... alors, non pas à des polémiques, parce que y a des gens qui ont accepté, ils étaient nommés, les conseillers départementaux sous Vichy. Mais celui qui a présidé le conseil départemental sous Vichy, c'est Maurice Trélu. Bon, mais Maurice Trélu qui est mort en camp de concentration par la suite. Bon. Donc on aura l'occasion de reparler de lui. Donc,
à chaque fois, il ne s'agit pas, je vais essayer de mettre l'accent sur l'évolution politique, bien sûr, c'est-à-dire qui représente qui, la représentativité des élus d'un point de vue sociologique. C'est ça qui est intéressant. Et puis, essayer de dégager des éléments clés sur l'action du conseiller général, du conseil général, dégager quelques personnalités marquantes, parce qu'il y en a eu, et puis d'étudier peut-être quelques grands débats qui ont pu être importants. Alors je pense en particulier, ça je vais tenir par exemple, on ne va pas aller chercher des débats récents sur l'ours ou la traversée centrale des Pyrénées qui donnent toujours lieu à polémique. Mais je pensais à un débat qui a été très important, c'est celui autour de la création du parc national en 1963-64. L'État qui envisageait la création du parc national des Pyrénées-Occidentales avait demandé aux deux conseils généraux des Basses-Pyrénées, comme on disait à l'époque, on aime toujours dire le mot Basses-Pyrénées, nous encore, et aux Hautes-Pyrénées, aux deux conseils généraux, de se prononcer sur le principe. Et ils devaient se prononcer sur le principe avant décembre 64. Si un des deux conseils généraux s'était prononcé contre le principe, le projet était annulé, purement et simplement. Les deux conseils généraux se sont prononcés. Alors, curieusement, on voit aujourd'hui, vous savez que dans le Béarn, il y a beaucoup plus de réticence et de résistance au parc national que dans notre parti Bigourdan. Eh bien, curieusement, les Béarnais ont accepté plus tôt que les Bigourdans, qui ont résisté plus longtemps, puisque c'est à la fin janvier 65 que l'avis favorable a été donné. Et après, évidemment, l'État a élaboré le projet, et le parc est né en 67. Mais c'est un débat qui est très très intéressant, parce qu'il faut le remettre dans son contexte, etc. Donc voilà, et là, les conseillers généraux ont eu un rôle à jouer, un peu d'intermédiaire entre une population qui était très réticente, pour des raisons diverses, et dont certaines s'expliquaient, se justifiaient, je veux dire plutôt, et l'État, les autorités. Les conseillers généraux ont trouvé un modus vivendi, un compromis. Donc c'est un exemple. Après on pourra discuter, je prendrai d'autres exemples et leur rôle en particulier dans la création du chemin de fer. Les conseillers généraux, même s'ils n'avaient pas de pouvoir, donnaient toujours leur avis. Sous le Second Empire et au début de la Troisième République. Il y a aussi, quand j'ai dit sociologiquement, c'est intéressant, au début, on le verra, il fallait être un notable pour être élu, pour être d'abord nommé, parce qu'ils n'étaient pas élus conseiller général, ni même ensuite pour être élu. On avait ce qu'on appelait des notables, au XIXe siècle en particulier. Et aujourd'hui, ça s'est considérablement démocratisé l'institution. Et aujourd'hui, il ne faut pas nécessairement être notable pour être élu conseiller général. On devient un notable parce qu'on est élu, c'est un peu une inversion. J'avais noté ça dans un article paru il y a longtemps dans la revue de la Société d'Argès, Lavedan et Peytoy, et il se trouve que ce matin, une anecdote, je peux le dire parce que j'habite à Reims, Marsous, et ce matin on est venu changer mon compteur. Parce qu'il avait été trop vieux, on change le compteur d'eau, pardon. Et alors, la personne qui est venue changer le compteur d'eau, figurez-vous que c'était le conseiller général qui travaille dans la Société lyonnaise des eaux. Voilà. Et voilà. Or, on n'imagine pas au XIXe siècle, le conseiller général venir vous changer le compteur d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le système s'est démocratisé. Alors on en pense ce qu'on en veut, etc. Moi, je porte pas de... On n'est pas là pour porter de jugement. L'histoire, c'est pas un tribunal. Mais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors la dernière séance, j'espère qu'on pourra faire un bilan d'une évolution. Alors,
les réticences de Jean-François Soulet, c'est qu'il me dit ça fait un peu éducation civique aussi, tout ça. Mais je pense que quand même, c'est important de réfléchir au rôle des élus locaux. Hein. Nous avons une démocratie locale qui fonctionne, ils ont des attributions, bon, et il ne faut pas s'en désintéresser. Je pense que dans la dernière séance, il faudra qu'on fasse un bilan, et j'essaierai d'inviter deux anciens conseillers généraux, pas des gens en activité aujourd'hui, mais deux anciens pour pouvoir, parce qu'ils ont du recul, hein, pour voir un petit peu comment ils voient l'évolution des choses, etc. Bon, voilà, ça c'est un peu le programme de l'année, à grands traits. Hein. J'espère que ça vous apportera quelque chose, sinon vous me le dites en passant. Hein. Alors, aujourd'hui, je voulais faire, à moins qu'il y ait des questions, hein, parce que quand moi j'étais élève en lycée, on ne posait pas de questions, ça c'est vrai. Hein. Bon, alors quand j'ai été prof, au début, personne ne posait des questions. Puis après, aujourd'hui, figurez-vous que ça... Bon, c'est pas forcément des questions, mais ça fuse de tous les côtés. Alors, si vous avez des questions à poser, hein, vous n'hésitez pas, ou vous venez parler à la fin en parler à la fin de la séance, hein, pour savoir si ça... Et puis même des critiques ou des remarques. Hein, bon. Alors, je voulais commencer aujourd'hui par une introduction, par un rappel de ce qu'il y avait avant. Il y a les États de Bigorre. Et je voudrais évoquer un peu la situation jusque pendant l'heure et demie que nous avons maintenant. Ah oui, également, sur l'horaire, j'ai une modification à vous proposer, parce que quand on était parti sur le thème de l'an dernier, comme il devait y avoir des intervenants extérieurs, on avait pensé 2 heures. Hein. Mais comme c'est moi qui vais assurer ça quasiment seul, sauf peut-être à la fin de l'année si quelqu'un vient, je pense qu'on pourrait revenir à des séquences d'1h30 comme l'an dernier. Hein. C'est-à-dire commencer à 2 heures, à 14 heures, et finir à 15h30. Hein. Bon. D'accord ? Bon. On va faire comme ça, alors ça sera plus simple. Bien. S'il n'y a pas de... Bon, alors, l'ombre des États de Bigorre. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées, il a été créé, comme tous les conseils généraux, par la loi du 28 pluviose en 8. Hein, souvenir scolaire, vous vous souvenez, le calendrier républicain. Bon, quand nous étions élèves, il fallait retenir les dates. Hein. Après, plus tard, on ne demandait plus aux élèves de retenir les dates du calendrier républicain. Donc, le 28 pluviose, le mois de la pluie, c'est-à-dire en 8, hein, le 17 février 1800. Le calendrier républicain, il a disparu avec la création du Premier Empire, hein, quand on est passé du consulat au Premier Empire. Le consulat, c'est toujours la République. Hein, et donc, on a continué à utiliser le vieux calendrier révolutionnaire. Le Conseil général a été créé le 28 pluviose en 8, donc février 1800. C'est l'héritier. L'expression Conseil général est apparue pour la première fois en 1790, lorsque ont été créés les départements. Et le département était dirigé par un Conseil général du département. Et le Conseil général avait un exécutif qui était le directoire du département. Mais le mot Conseil général était employé aussi pour la commune. Et pour l'arrondissement, il y avait le Conseil général de la commune et le Conseil général de l'arrondissement. Ces deux expressions ont disparu aujourd'hui, mais en 1800, l'expression Conseil général est restée uniquement pour le département. Bon. Sous le consulat, c'est-à-dire la date de sa création, puis sous le Premier Empire, donc sous Bonaparte, il n'a qu'un rôle consultatif auprès du préfet. Hein, c'est le préfet qui est le patron. Bon. Alors, pourquoi j'ai marqué l'ombre des États de Bigorre ? On va voir dans la leçon suivante que
c'est le préfet, le premier préfet nommé dans les Hautes-Pyrénées, qui était le préfet Bernard Lannes, le frère du maréchal Lannes, qui a proposé, puisque les conseils généraux étaient nommés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du préfet. Il avait nommé, selon les directives du ministère de l'Intérieur de l'époque, des personnels, des gens qui appartenaient à l'ancienne noblesse, qui venaient de l'ancien régime, et puis aussi des gens qui avaient participé à la vie publique sous la Révolution, ou très peu sous la période montagnarde de terreur, mais surtout des gens qui avaient participé à la période de la monarchie constitutionnelle entre 1790 et 1792-13, et puis après des gens qui avaient réapparu après avoir pour certaines disparu après Thermidor, c'est-à-dire en juillet 1794. Donc il essayait en fait de quoi faire, de concilier la bourgeoisie qui avait fait la révolution avec l'ancienne noblesse. Bon, l'objectif c'était d'asseoir le régime parmi les catégories sociales dominantes. Et puis progressivement, à la faveur de... Ces gens-là étaient nommés, à la faveur de décès, de démission ou de renouvellement, on a vu les nobles, les anciens nobles devenir de plus en plus nombreux. Bon. Et lorsqu'on change de régime, lorsque le Premier Empire s'effondre, déjà, premier effondrement en 1814, et puis après en 1815, après Waterloo, eh bien, curieusement, dans les Hautes-Pyrénées, les gens qui avaient été nommés sont maintenus. Forcément, ils appartiennent à l'ancienne noblesse. Alors certains, dont celui qui présidait à l'époque, ont essayé de faire évoluer le Conseil général et de lui redonner le rôle qu'avaient les États de Bigorre sous l'Ancien Régime. Alors, en particulier, il y a un personnage, mais j'y reviendrai quand on étudiera la période, qui est Pierre-Claire de Fondeville. Alors, ce n'est pas le premier président du Conseil général. Si vous allez au Conseil général d'Hautes-Pyrénées aujourd'hui, vous avez la liste des conseils généraux à l'entrée. Le premier, c'était un certain Carrère, dit Carrère l'Américain, parce qu'il était né à Saint-Domingue, comme beaucoup de Pyrénéens étaient partis là-bas, de Bigourdan aussi, et il était revenu ici, et il avait été nommé conseiller général en 1800, et c'est le premier qui a été élu président, pour une année, parce qu'à l'époque, oui, on les élisait que pour une année. Tous les ans, on changeait le président du Conseil général. Bon. Par la suite, celui qui est élu en 1802, mais qui n'avait pas été... Alors, je pense qu'il n'avait pas été nommé en 1800 parce que c'était son beau-frère, Joseph Salles de Hisse, de la noblesse tarbaise, qui s'était retrouvé conseiller général. Et entre-temps, Joseph Salles de Hisse est décédé. Et c'est comme ça que Pierre-Claire de Fondeville, qui était seigneur de l'Abattu, dans le nord du département, en Rivière-Basse, il était près de Castelnau, Rivière-Basse, aux confins du Gers et des Hautes-Pyrénées. Bon, c'est là qu'il est enterré. Si vous allez un jour dans le secteur, vous verrez le château de l'Abattu qui est en difficulté. Enfin, le pauvre, il va se ruiner. Bon, il y a eu une association qui a essayé de le défendre, mais ça appartient à des particuliers et rien ne se fait. Fondeville est enterré dans l'église de l'Abattu. Alors Fondeville a été le premier président du Conseil général et réélu systématiquement entre 1802 jusqu'en 1811. Puis il a été réélu en 1814, 1815 et 1816, et une dernière fois en 1821. C'est un personnage qui appartenait à la noblesse, mais qui était une noblesse éclairée. Il avait fait des études de droit à Toulouse, vivait de ses rentes à Tarbes, mais il faisait partie de cette noblesse qui avait rejoint la maçonnerie. Il était membre de la Loge de la Paix, dont il avait été vénérable d'ailleurs en 1789. Donc, en fait, il fait partie de ces nobles qui acceptaient les idées des Lumières
et qui, au début de la Révolution, vous savez, au moment des États généraux, une partie de la noblesse a abandonné Louis XVI et a rejoint le tiers-État, et c'est comme ça que s'est formée l'Assemblée nationale. Bon. Et le lien entre tous ces gens-là, c'était la maçonnerie et des idées nouvelles. Bon. La franc-maçonnerie. Et Fondeville, donc, c'est quelqu'un qui avait déjà eu un rôle dans le département des Hautes-Pyrénées, puisqu'il avait été le premier maire de Tarbes en 1790, puis le premier président du conseil général du département, et c'est lui qui avait été amené à mettre en place les institutions les institutions créées en 1790. Bon, et puis, il avait disparu de la circulation, s'est fait discret, à partir de 1792-93. Bon, pour les raisons que vous pouvez imaginer, il était considéré comme un feuillant, enfin, un ancien partisan de la monarchie constitutionnelle. Et au moment où les montagnards et jacobins arrivent au pouvoir, Fondeville, il se fait tout petit à la battue. Bon, il réapparaît sous l'Empire, et il symbolise bien, j'en reparlerai, il symbolise bien ces nobles qui avaient accepté la Révolution et les idées nouvelles, et la monarchie constitutionnelle. Donc, ce personnage, c'était un homme clé, quand même. Alors, après, on aura l'occasion d'en reparler, c'était... Autour de lui, il y avait des partisans, il y avait deux clans parmi les révolutionnaires sous la Révolution. Il y avait le clan Barère et le clan Fondeville. Bon. Alors, qui c'est qui a appelé ça clan? C'est des historiens postérieurement. Et en particulier, c'est un ancien prof du lycée Théophile Gautier, aujourd'hui décédé depuis longtemps, qui a beaucoup travaillé sur la Révolution et qui avait employé l'expression le clan Barère dans Barère et le clan Fondeville. Alors, c'était un prof d'histoire que vous avez peut-être connu, qui s'appelait Jean Castex. Aucun rapport avec l'autre. Bon. Il a beaucoup écrit sur la Révolution. Alors, pas de bouquins, mais beaucoup d'articles, et il a participé à des ouvrages collectifs, Jean Castex. Donc, Fondeville, c'est un personnage clé à l'époque. Alors, il est toujours président du Conseil général au moment de la première restauration et au moment de la seconde restauration. Et c'est pas comme il était noble, etc. Le gouvernement de Louis XVIII n'a pas cherché à le destituer. Néanmoins, lui, il s'est empressé, dès 1802, la première fois qu'il avait été nommé président, puis il a repris sa plume en 1815, de proposer, d'envoyer des mémoires au ministre de l'Intérieur pour leur dire le Conseil général, ça ne va pas. Il faut changer. Alors, ces mémoires, malheureusement, ils ne sont pas dans les archives départementales, ils ont été envoyés à Paris, surtout ceux de 1802, puisque les archives ont brûlé en 1808, on a perdu beaucoup d'archives, et il faut aller à Paris les retrouver. Il se trouve que Soulet, qui avait fait son, on ne dit pas un mémoire de maîtrise ni de master à l'époque, on appelait ça un diplôme d'études supérieures en lettres. Il a fait son premier travail au début des années 60 sur les premiers préfets des Hautes-Pyrénées. Et donc il avait eu l'occasion d'aller aux archives nationales et d'étudier en détail et de reproduire le mémoire, les deux mémoires de Fondeville. Alors, il avait envoyé au ministre de l'Intérieur en 1802 un mémoire intitulé « Observation sur l'institution des conseils généraux ». Et alors là, il se plaint. D'abord, il se plaint que les conseillers généraux aient, je cite, « moins d'importance que les commis d'un bureau ». Bon, c'est vrai qu'ils ne servent pas à grand-chose à l'époque. C'est surtout une vitrine. Il suggère de les salarier. Bon, ça, c'est le problème de l'indemnité des élus, on ne va pas s'éterniser. De les choisir, alors ça c'est important, parce que ça montre bien les catégories sociales qu'ils représentaient, de les choisir parmi les principaux propriétaires les plus éclairés sur l'administration. Bon, donc c'est les notables, quoi. Il faut les choisir parmi les notables. La source de la richesse à l'époque, c'est la propriété privée, et surtout la propriété terrienne. Bon. Il propose surtout de donner une grande indépendance par rapport au préfet. Dans l'attribution des fonds,
évidemment, et de confier la petite voirie au Conseil général. Parce que le Conseil général, on va voir, il n'a qu'une fonction de conseil. Il ne décide pas. C'est le préfet qui décide de tout. Alors, il essaye, lui, de donner quand même des choses à faire au Conseil général, en particulier de donner la petite voirie. Bon, évidemment, ça restera lettre morte, il n'obtiendra rien. Alors, président toujours au moment de la première restauration, il envoie au ministre de l'Intérieur un mémoire qui est beaucoup plus développé. Parce qu'il pense que, comme beaucoup de nobles, pensent que la restauration, ça va entraîner un retour aux institutions de l'Ancien Régime. En intégrant évidemment des éléments de la période de la monarchie constitutionnelle. Et donc, il s'adresse au nouveau ministre de l'Intérieur et il préconise, alors là, un grand projet qui est une nouvelle organisation territoriale. Voilà. Pour lui, bon, il faut une assemblée départementale, toujours composée des principaux propriétaires. Alors, je dois dire aussi que la source de la richesse, c'est la propriété terrienne, mais l'impôt, il pèse sur la propriété foncière, aussi sur la propriété terrienne. Donc, les propriétaires, ce sont ceux qui payent les impôts. Bon. Donc, ceux qui ne payent pas d'impôts, on ne voit pas pourquoi ils siégeraient dans des instances qui définissent le montant de l'impôt. Ça, c'est la notion de suffrage censitaire. Bon. Alors, il propose une assemblée départementale composée des principaux propriétaires qui élirait une commission administrative de 3 membres, présidée par le président de l'Assemblée, et cette commission administrative de 3 membres assurerait le pouvoir exécutif dans le département. On supprime le préfet. Voilà. Il propose la suppression du préfet et du sous-préfet. Bon, parce qu'après, dans chaque arrondissement, on a un conseil d'arrondissement avec une commission administrative. On revient un peu aux institutions de 1790. Alors, il faut représenter le roi, bien entendu. Il faut un exécutif qui représente le roi. Alors, le roi, il pourrait être représenté par un administrateur général, mais non plus dans chaque département, on pourrait regrouper 3 ou 4 départements, voilà, ce qui fait qu'on éloigne le représentant du roi, en quelque sorte. Mais enfin, si on regarde ce système, surtout le roi qui a un représentant dans 3 ou 4 départements, qu'est-ce qu'on recrée? Eh bien, le système d'avant la Révolution, avec l'intendant, ici l'intendant était à Auch, et l'intendance d'Auch couvrait un territoire assez large. Alors, pas tout à fait presque toutes les Hautes-Pyrénées, et puis une grande partie du Gers. Or lui, il aurait vu, il donnait comme exemple, on met les Basses-Pyrénées, les Landes, le Gers et les Hautes-Pyrénées dans une seule région, et il y a une seule personne qui représente, il est à Pau ou à Auch, peu importe, mais il ne vient pas nous embêter, c'est nous qui nous gouvernons. Autrement dit, il propose tout simplement une grande autonomie. Bon, c'est ça son objectif. L'autonomie en reconstituant les États de Bigorre. Et il cite nommément les États de Bigorre comme référence. Voilà. Mais alors en fait, il n'a pas compris que le nouveau régime monarchique, la Restauration, il va très très bien s'accommoder des institutions mises en place par Napoléon Bonaparte et par le Premier Empire. Parce que, bon, nous avions une autonomie, des libertés, etc. Mais à partir du moment où, on l'a vu il y a 2 ans, au XVIIe siècle, la monarchie absolue s'est renforcée. Le pouvoir central royal a essayé de grignoter les petits pouvoirs locaux progressivement. Et ici, on avait vu les intendants essayer de s'imposer progressivement aux États, etc. Alors les États de Bigorre avaient résisté, mais dans le Nébouzan, c'était tout petit le Nébouzan, les États du Nébouzan, ils n'ont pas résisté. Et à partir du moment où, en 1744, l'intendant siégeait lors des réunions des États du Nébouzan,
bon, c'est lui qui finissait par s'imposer. Donc, le rêve des défenseurs de la monarchie absolue était de grignoter tous les pouvoirs régionaux et provinciaux. Or, cette tendance, commencée au XVIIe siècle, notamment avec un personnage comme Colbert, eh bien, cette tendance, elle a atteint son apogée et elle a atteint son succès avec le Premier Empire, qui a imposé un État très centralisé. Donc, la Restauration, les monarchistes sous la Restauration, ils trouvent un système qui leur convient très bien. Et le pauvre Fondeville, son papier a fini aux archives, son mémoire, mais personne ne songera à le suivre. Il sera exaucé en 1982. Où l'exécutif, à partir des lois de 1982, l'exécutif départemental est passé du préfet au président du Conseil général. Bon, voilà, ça c'est un changement, il faudra attendre quand même pas mal de temps. Alors, je parlais de l'ombre des États de Bigorre parce que l'héritage de l'Ancien Régime est présent. Alors, je voulais simplement revenir là-dessus très rapidement, pour qu'on en soit bien conscient. Parce que finalement, lorsque le Conseil général a été créé, il a beaucoup moins de pouvoir que les États de Bigorre sous l'Ancien Régime. Et il va falloir attendre 2 siècles presque pour que les gens, les citoyens, à travers leurs représentants, retrouvent un pouvoir local ou une autonomie. Bon, alors, je voulais faire un petit rappel sur l'héritage de l'Ancien Régime. Bon, avec d'abord rappeler comment les différents territoires ont été annexés. Les territoires qui composaient les Hautes-Pyrénées ont été annexés au Royaume de France. Parce que l'annexion au Royaume de France ne s'est pas faite toute seule, et tout de suite. Bon. Au Moyen-Âge, le comté de Bigorre a eu plusieurs suzerains. Vous savez, le comte de Bigorre, il rend hommage à un noble qui a un territoire plus grand et il en devient le suzerain, le vassal, pardon, et celui qui est au-dessus, auquel il rend hommage, devient son suzerain. Autrement dit, il se met sous la dépendance du suzerain. Alors, les comtes de Bigorre ont eu plusieurs suzerains. Alors, la création du comté, 8e, 9e siècle, tout le monde n'est pas d'accord, bon, disons 9e siècle, et dès la fin du 10e siècle, le comte de Bigorre a rendu hommage au duc de Gascogne. Je vais vous montrer une carte. Voilà, ici, là, vous avez le royaume des Francs à l'époque de Hugues Capet. On dit le royaume des Francs, pas forcément le royaume de France. Hugues Capet, le domaine royal qu'il possède, c'est tout ce qui est en bleu. Vous voyez que le domaine royal, il n'est pas très très grand. Et après, on a des grands vassaux qui sont plus puissants que le roi. Alors, je rappelle aussi qu'à l'époque, le roi, il est sacré, bien sûr, mais il est d'abord élu. Il est élu par les grands vassaux. Et au tout début de la monarchie, de la dynastie capétienne, eh bien, avant de mourir, enfin quelques années avant de mourir, les rois faisaient élire leur successeur, pour être sûr que le successeur soit bien lui. Alors, et tant que le sacre n'était pas passé, il pouvait toujours y avoir des changements. Mais dès l'instant où le roi avait été sacré, ça voulait dire, selon les principes, parce que cette monarchie absolue, c'est une monarchie de droit divin. Elle repose sur le fait que Dieu, par la cérémonie du sacre, reconnaît le roi comme roi. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, c'est lui qui devient un personnage sacré et on ne le remet pas en cause. Bon. Le pouvoir vient de Dieu, droit divin. Après la Révolution, on dira que non, le pouvoir il vient pas de Dieu, il vient des hommes, il vient d'en bas. Bon. Et la Bigorre avait les comtes de Bigorre
rendait hommage au duc de Gascogne. Ici, là, on voit dans le duché de Gascogne l'Adour, les sources de l'Adour et du Gave de Pau. Bon. Et on voit aussi à côté la Neste, mais la Neste n'est pas dans le comté de Bigorre. Bon. Après un intermède entre 990 et 1035, donc à cheval sur le Xe et le XIe siècle, on va prêter serment au roi de Navarre, le comte de Bigorre va prêter serment au roi de Navarre, et puis, à partir de 1035, et pour une longue durée, le comte de Bigorre va rendre hommage au roi d'Aragon, à partir de 1035. Alors là, et les Bigourdans vont participer en nombre à la reconquista de l'Espagne contre l'empire musulman, les royaumes musulmans et les empires musulmans qui s'étaient installés en Espagne. Vous voyez, vous avez sur cette carte que j'avais montrée il y a 2 ans déjà, ici la limite entre la partie musulmane d'Espagne et la partie chrétienne au nord de l'Espagne en l'an 1000, donc c'est-à-dire une trentaine d'années avant que le comte de Bigorre ne rende hommage au roi d'Aragon. Et puis ensuite vous avez les avancées successives, 1147, donc à la fin du XIIe siècle, et là nous arrivons à 1300, donc au début du XIVe, et puis nous aurons 1492 où le dernier petit bout du royaume de Grenade disparaîtra. C'est en janvier 1492 que les musulmans sont définitivement chassés d'Espagne. Donc les Bigourdans sont des vassaux de l'Aragon. Les Pyrénées, c'est pas une frontière. Elle est franchie de part et d'autre. Bon, j'en avais parlé, je reviens pas là-dessus. Jusqu'au XIIIe siècle, donc du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, pendant 2 siècles, la Bigorre va être vassale du roi d'Aragon. Et les rois d'Aragon espéraient créer une sorte de royaume transpyrénéen, avec des territoires au nord de l'Espagne. Tout ça va durer jusqu'à la bataille de Muret en 1213, alors au cours de la croisade contre les Albigeois, contre les Cathares. Je vous ai mis ici une autre carte, où on a ici donc le royaume de Navarre ici, mais ici le royaume d'Aragon, avec des territoires vassaux sur l'actuel territoire français. Bon, là vous avez le comté de Bigorre, ici c'est le Comminges, et là nous avons le Béarn, qui sont tous des vassaux du roi d'Aragon. Bon. Alors, ici, en rouge, vous avez le comté de Toulouse et le comté de Foix, mais qui sont alliés du roi d'Aragon, qui les protège. Voilà. Et lors de la guerre contre les Cathares, alors le catharisme n'a pas touché les Hautes-Pyrénées, enfin la Bigorre et notre région, mais il y a 2 aspects dans la croisade contre les Albigeois, ce qu'on appelait les Albigeois, c'est-à-dire les Cathares. Il y a 2 aspects. Il y a un aspect religieux. Le pape pousse le roi de France à lutter contre les hérétiques, bien sûr, mais il y a aussi un aspect politique. Le roi de France, à cette occasion, espère prendre sous sa coupe un certain nombre de territoires et les ramener dans le royaume français. D'autant plus que le roi d'Aragon, lui, il soutient le comte de Toulouse et les Albigeois, il vient à leur secours. Donc vous comprenez, il y a un enjeu géopolitique derrière. Alors là, vous avez par exemple ce petit territoire qu'on appelait les anciens domaines de Trincavel, parce qu'un des chefs cathares était effectivement je ne sais pas si c'était un comte de Trincavel, qui avait été arrêté et jugé et
on avait désigné à la place un noble parisien d'Île-de-France, Simon de Montfort, qui a pris la tête de la croisade contre les Albigeois. Bon. En 1213, date importante, à Toulouse, près de Toulouse, à Muret plus exactement, a lieu une bataille au cours de laquelle le comte de Toulouse est battu, mais surtout le roi d'Aragon qui est présent est battu et tué au cours de la bataille. Et les Bigourdins participent à cette bataille aux côtés des Aragonais et des Toulousains. Et cette victoire de Muret symbolise en 1213 la victoire, alors contre les Albigeois, contre les Cathares, mais aussi la victoire du roi de France contre les gens du Midi. Et à partir de là, la Bigorre va changer de suzerain. Et c'est un peu à partir de cette date-là que la France va se retrouver à rendre hommage au roi. Bon, évidemment, je passe très vite là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué, mais la défaite de Pierre d'Aragon à Muret va nous placer, n'est-ce pas, sous la coupe des Capétiens et nous intégrer dans le royaume de France. Là, bon, si vous prenez des cours d'occitan, là, je sais pas, peut-être certains d'entre vous, je sais pas. Si vous en prenez, parlez de ça avec Jean-Louis Lavitte, parce que tout le milieu occitan, n'est-ce pas, considère la bataille de Muret comme une catastrophe. Comme une catastrophe parce que c'est notre intégration au royaume de France, etc. Bon, alors je ne parle pas après de 1539 avec Villers-Cotterêts qui a été célébré l'autre jour par le président Macron, mais ça aussi ça a été un coup dur pour le gascon et pour les langues occitanes en général. Bon, il y a parmi les écrivains gascons, je pense à quelqu'un qui était d'Arens, qui a été un grand fait libre, Michel Camélat. Il a écrit de belles choses pour regretter la défaite de Muret, etc. etc. C'est une date importante, alors qu'on n'en parle pas. À l'école, on n'a pas dû vous parler de la bataille de Muret, mais pour les occitanisants ou gasconisants, enfin bon, c'est une date importante culturellement. Bon, alors, donc à partir de ce moment-là, nous allons nous retrouver dans le royaume de France, mais avec des complications. Parce que nous avions une comtesse à l'époque qui a été comtesse de Bigorre de 1194 à 1231. Je vais passer vite parce que bon, enfin c'est une période. La comtesse Pétronie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pétronie, comtesse de Bigorre. Mais comtesse de Bigorre, elle a été mariée 5 fois et sa succession a présenté un imbroglio très difficile parce que elle avait bien sûr fait des testaments, elle a eu un successeur, Esquivat, qui a été comte de 1251 à 1283, mais lorsqu'il meurt, lui, en 1283, il n'a pas de descendance. Alors là, tous les autres, n'est-ce pas, vont se réveiller et on va avoir une confusion invraisemblable. Et bon, le résultat, c'est que, s'amusant et laissant pourrir probablement la situation, le roi de France, Philippe le Bel, en 1292, va mettre sous séquestre le comté de Bigorre. C'est-à-dire qu'il va l'introduire automatiquement dans le royaume. Bon, à titre provisoire, mais le caractère provisoire va durer 133 ans jusqu'en 1425. Alors, le roi va faire exercer les pouvoirs du comte par son sénéchal, c'est-à-dire quelqu'un qui va nommer et qui va dépendre directement du roi. Et cette affaire va durer 133 ans. Avec
l'intermède 1360-1407, un intermède de 47 ans quand même, où après une défaite contre les Anglais pendant la guerre de 100 ans, en 1360, la Bigorre a été attribuée au roi d'Angleterre. Hein. On la reprendra en 1407. Bon, tout ça se termine en 1425. Le roi Charles VII va remettre le comté de Bigorre à Jean Ier de Foix-Béarn. Bon, ça, alors, il nous donne au Béarnais, vous vous rendez compte, c'est... Bon, alors, là, je vous ai mis une carte, bon, en tout petit, c'est la carte du royaume en 1477, hein, c'est-à-dire sous Louis XI. Ici, vous voyez, c'est un imbroglio, la France. J'ai simplement isolé toute cette partie-là qui nous concerne. Et vous voyez en vert, ici, les possessions de la famille de Foix-Béarn. Le vicomte de Béarn est aussi comte de Foix et comte de Bigorre, de fait, ainsi que roi de Navarre. Bon. Par contre, dès 1477, toute cette zone-là, le Comminges, l'équivalent des quatre vallées, sont intégrés dans le royaume de France. Hein, voilà. Alors c'est une différence entre les deux parties qui vont constituer le département par la suite. Bon. L'héritier de tous ces Foix-Béarn, à un moment donné, c'est un roi que vous connaissez, enfin c'est un roi de France, c'est Henri III de Navarre, qui va devenir roi sous le nom de Henri IV de France, en 1589. Mais il ne va pas tout de suite, il est comte de Bigorre, mais il ne va pas tout de suite intégrer le comté dans le royaume, il attend 1607. Et c'est en 1607 qu'officiellement, hein, la Bigorre est rattachée au domaine royal. Au domaine royal, hein, c'est-à-dire le petit domaine qu'avait Hugues Capet en 987, il s'est largement étendu. Également, quand il devient roi, il hérite des quatre vallées, Or, Nest, Magnoac, Barousse, de la rivière Basse et du Nébouzan, qui sont les autres parties qui vont constituer les Hautes-Pyrénées, mais qui, elles, avaient déjà été intégrées dès Louis XI dans le royaume. Donc la quasi-totalité des territoires qui vont constituer les Hautes-Pyrénées en 1790 ont été intégrés au début du XVIIe siècle dans le royaume de France. Bon, alors tout ça, ça fait que pendant longtemps, vous comprenez, le sentiment d'indépendance, d'autonomie, hein, etc., il existe dans nos populations pyrénéennes. Et c'est toute cette histoire médiévale qui est là. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'exemples de vallées pyrénéennes indépendantes. Si, l'Andorre. L'Andorre, c'est quoi? C'est un tout petit pays, mais c'est des vallées pyrénéennes qui avaient gardé leur indépendance. Alors on a aussi une particularité intéressante, c'est le Val d'Aran, hein, où nous avions fait une sortie l'an dernier avec le groupe Occitan. Et c'est assez curieux de voir que le Val d'Aran, la langue officielle, bien sûr, c'est l'espagnol, le castillan et le catalan, mais aussi le gascon. Hein? On parle gascon. Et nous avons visité un certain nombre de lieux, et les visites étaient en gascon. Au restaurant, on s'est exprimé en gascon. Nous avons été reçus par un responsable de la culture du Conseil général du Val d'Aran. Il s'est exprimé en gascon. Voilà. Et j'ai appris récemment qu'au Cortés, le Parlement espagnol, il y a depuis les dernières élections une aranaise qui a été élue. Et selon les règles en Espagne, eh bien, tout député peut s'exprimer dans sa langue. Résultat, le gascon est devenu une des langues officielles du Parlement espagnol. Bon, alors tout ça, ça montre les particularismes, quoi, hein, les particularismes locaux auxquels on est attaché. Hein, bon. Et quand on étudiera l'affaire du parc national,
ce sont les particularismes qui sont remontés. Parmi des réunions publiques qu'il y avait à Luce, par exemple, et comme le droit de chasse était en cause, un historien local, Bernard Drouin, je crois qu'il n'était plus en activité. Bernard Drouin était un militaire. Il travaillait au service des armées, historique des armées, le colonel Drouin. Il était connu comme étant sous le nom du colonel chez nous. C'était un personnage truculent, etc. Il a, dans une réunion avec 300 personnes à Luce, expliqué pourquoi il ne fallait pas accepter le parc, parce qu'il fallait défendre le droit de chasse. On avait ça depuis le Moyen-Âge, etc., etc. Et ils étaient tous d'accord en face dans la salle. C'est amusant comment tout ça, ces discours ont pu, et c'était relaté par la presse de l'époque, on aura l'occasion d'en parler. Mais on a ces traditions-là qui ressortent périodiquement. C'est rare, mais enfin ça ressort. Donc, l'intérêt de l'intégration au Royaume de France, pourquoi j'ai parlé de tout ça, c'est parce que le Royaume, il se compose de deux types de pays. Les pays d'État et les pays d'élection. Alors, ça, ce sont des faux amis, les deux noms. Parce que les pays d'État ont une autonomie, alors que les pays d'élection n'en ont pas. Alors, ça s'appelle pays d'élection parce que les élus, c'est le nom qu'on donne aux fonctionnaires qui sont chargés de lever l'impôt. Et dans les pays d'élection, on définit le montant de l'impôt, répartit l'impôt et gère tout l'impôt. Voilà, c'est l'intendant qui décide. C'est-à-dire, l'intendant, il avait un surnom, on l'appelait l'œil, c'était l'intendant de police, justice et finances. Autrement dit, il s'occupait de tout, sauf des problèmes militaires, parce qu'il y avait un gouverneur qui s'occupait des problèmes militaires. Et on l'appelait l'œil du roi dans la province. Autrement dit, c'était vraiment, c'était plus qu'un préfet de région aujourd'hui, c'était un super préfet. Par contre, les pays d'État, au pluriel, ce sont des pays dans lesquels les trois États qui divisent la société sous l'Ancien Régime, vous le savez probablement, ou alors je rappelle des souvenirs scolaires, la société est une société d'ordre. Les individus ne comptent pas par eux-mêmes. On appartient à l'un des trois ordres. Alors, il y a le clergé, la noblesse et le tiers-état. Tout ça, ça a été défini autour de l'an 1000. Le tiers-état, le troisième état, qui est le plus grand nombre, on appelait ça aussi en latin, lorsque ça avait été créé, les laboratores, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Voilà. Et puis ceux qui travaillent, il fallait les défendre et les protéger. Et donc, c'est la noblesse qui était chargée de les protéger. On appelait ça les bellatores, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ceux qui font la guerre. Et puis, comme l'essentiel, c'était, à cette époque-là, d'obtenir le salut après la mort, eh bien, il restait le clergé, qui étaient les oratores, c'est-à-dire qui étaient chargés de prier pour le salut des autres. Alors, les laboratores, ils devaient finalement payer et faire vivre les bellatores, la noblesse, et les oratores, parce que les autres, il fallait bien qu'ils vivent aussi, et donc par tout un système d'impôts, etc. Autrement dit, et c'est donc l'Église qui justifiait ce système qu'il avait organisé. Donc les trois ordres, c'est aussi les trois États. On emploie le mot trois ordres, mais on emploie le mot tiers-État. Alors on pourrait dire le premier État, le deuxième État et le troisième État. Donc des pays d'État, au pluriel, ça veut dire que la société est représentée dans des États provinciaux. Il pouvait y avoir des États généraux, mais il y avait des États provinciaux. Alors ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'ils font, les États provinciaux? Ils délibèrent et décident dans le domaine fiscal. C'est eux qui fixent le montant de l'impôt versé par la province. Et tous les historiens qui, à l'échelle nationale, ont travaillé sur cette question, savent très bien découvrent bien que les pays d'élection payaient beaucoup plus d'impôts que les pays d'État.
Alors, il décide dans le domaine fiscal, il décide le montant que la province va, donc que le comté, en ce qui concerne la Bigorre, va payer au roi. Il décide la répartition. Alors, la répartition entre les communautés. Parce qu'ensuite, chaque commune va répartir les impôts entre les... Bon, pour les villages, c'est les chefs de famille. Hein, c'est donc le conseil du village qui va le décider. Dans les villes, c'est la même chose. Bon, autrement dit, il y a un système où les gens participent à la répartition de l'impôt et ensuite à la levée de l'impôt. Et puis, chose aussi importante, les États généraux délibèrent sur l'emploi de l'impôt. Hein? Alors, ils vont, à travers ça, participer à certaines politiques publiques. Par exemple, pour la construction des ponts ou des chaussées. Hein? Les ponts et chaussées, c'est une institution qui a été créée sous Louis XVI, 1786. Bon, mais les constructions de ponts, le développement des chaussées, l'assistance aussi. Hein, oui, finalement, si vous regardez le Conseil général actuel, il a parmi ses prérogatives les routes, l'entretien des routes départementales, et puis il a aussi tout ce qui est assistance sociale. Bon, ben, c'était déjà le cas des États provinciaux. Bon, donc, si vous voulez, les pays d'État, ils ont une autonomie par rapport aux pays d'élection. Alors, je vous montre une carte de France. Vous avez en marron tous les pays d'État et en bleu les pays d'élection. Ce qui est à noter, c'est que les pays d'État, nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, hein, donc peu de temps avant la Révolution. Les pays d'État, ce sont souvent des pays qui sont en marge du royaume, sur les marches, comme on disait à l'époque. On ne disait pas les marches, ils ne sont pas en marge, ils sont sur les marges, pardon, pour être plus clair, on appelait ça les marches, hein, du royaume. C'est-à-dire, ce sont des territoires qui ont été intégrés plus tard dans le royaume. Et quand on les a intégrés, on leur a accordé une certaine autonomie, quoi. Surtout s'ils en avaient une auparavant, comme c'était le cas pour le Béarn ou la Bigorre. Alors ici, ils ont mis Béarn en gros et ils nous ont oubliés à nous. Bon, on nous oublie toujours. Mais bon, vous avez la Bretagne qui était dans ce cas-là. Vous connaissiez le Parlement de Bretagne, etc. Bon, c'est connu. Bon, donc intégré plus tard avec des avantages. Bon, alors la Bigorre se trouve dans cette situation-là. C'est important. Hein. Donc on a cette habitude. Alors, tous les territoires qui vont constituer les futures Hautes-Pyrénées, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Tiens, j'ai plus mes cartes. Ah non, pardon, oui, je vais revenir là-dessus après. Pays d'État et pays d'élection. Vous restez sur les futures Hautes-Pyrénées. Alors, ah, bon, oui, les cartes ne sont pas placées au bon endroit, donc je vais vous montrer les cartes ici. On a 3 pays d'État dans les Hautes-Pyrénées. Voilà les territoires qui ont constitué les Hautes-Pyrénées en 1790. Hein. On avait 3 pays d'État. La Bigorre, qui est le plus important. Alors ici, sur cette carte, ils avaient distingué le Lavedan de la Bigorre, mais la vicomté de Lavedan est intégrée à la Bigorre. Hein. Donc la Bigorre, ça correspond à toute cette zone-là. Ça, c'est une carte actuelle, si vous voulez, où on aurait délimité la Bigorre. Vous voyez, c'est plus petit que les Hautes-Pyrénées, la Bigorre. Hein. Bon. Il manque la pointe, ici, la rivière basse, etc. Comme pays d'État, nous avons les 4 vallées. Alors, ce qu'on appelle les 4 vallées, c'est le Magnoac, ici, la Barousse, la vallée d'Or, et puis ici, les Nestes. Hein, alors, la Barthe de Neste est dans les Nestes, ainsi que Sarancolin aussi. Hein, c'est coupé par un autre territoire. Car il y a un autre territoire qui est particulier. Aujourd'hui, il n'y a que peut-être les gens qui habitent ce territoire qui connaissent bien le nom. C'est le Nébouzan. Hein, c'est-à-dire le secteur, on en reparlera, je vous montrerai une carte un peu plus détaillée tout à l'heure, le Nébouzan avec Lannemezan,
dans le Nébouzan, il y a l'Annemauzan, Mauvezin fait partie du Nébouzan, Ciotat aussi. Hein. Mais aujourd'hui, et le Nébouzan ne se limite pas à ce territoire des Hautes-Pyrénées. Le Nébouzan a d'autres morceaux de territoire qui sont dans la Haute-Garonne, et le chef-lieu du Nébouzan, c'est Saint-Gaudens. Hein. Saint-Gaudens est dans le Nébouzan. Bon, ce sont les 4 pays d'État. Après, tous les autres sont des pays d'élection. Hein. Le Comminges, ici, là, dans ce territoire, c'est un pays d'élection. Le Louron, c'est un pays d'élection. L'Astarac, c'est un pays d'élection. La Rivière-Basse, ce sont des pays d'élection. Mais on peut dire quand même que les 2 tiers ou les 3 quarts du département étaient des pays d'État. Hein. Dans les pays d'élection, on a la Rivière-Basse qui est rattachée à l'Armagnac, dans le Gers, bon, à côté. On a Tournaille, Saint-Sevé, et puis, alors, curieusement, il y a, je ne sais pas comment, mais Esparos fait partie de la même élection de l'Astarac. Bon, le Comminges, ça correspond à Esch, Berriède-Jumet, et puis tous les villages de la Basse-Neste. Et puis nous avons aussi rattaché à l'élection de Rivière-Verdun, qui est une zone du Gers, nous avons le Louron, Galan et Try. Bon, parce que tout ça, c'est un espèce de gros enchevêtrement, on n'y voit pas très clair. C'est lié, ça, vous savez, c'était constitué par quoi au départ? Les seigneuries, c'est des histoires de mariage, alors on a des territoires par-ci, par-là. Bon, si on entre dans le détail, on va pas trop s'en sortir. Je vais vous montrer une autre carte ici. Bon, cette carte, elle est tirée de Bigorre et Quatre-Vallées. Hein, un ouvrage qu'on ne trouve plus, vous pouvez le trouver chez des bouquinistes peut-être, ou vous pouvez le lire, c'est un ouvrage qui était paru en 1980, une histoire du département qui avait été dirigé par Jean-François Soulet et Jean-François Lenaille. C'était l'éditeur qui avait proposé ça, c'était un éditeur qui avait fait une édition un peu luxueuse. Il avait commencé par le Pays Basque et il voulait faire toute la chaîne des Pyrénées. Il a fait faillite après le Comminges. Bon, néanmoins, heureusement, nous avons pu, dans les Hautes-Pyrénées, faire Bigorre et Quatre-Vallées. C'était un ouvrage collectif. Et là, il y a une carte très intéressante qui vous montre la situation du département, pays d'État et pays d'élection. Mais ce n'est pas une carte en couleur. Alors, bon, la Bigorre, on la voit ici, toute cette partie-là, c'est très net. Mais alors, tout l'est du département, vous voyez un peu l'enchevêtrement et l'imbroglio. Alors, j'ai essayé de mettre des couleurs. Ici, en rouge, vous avez les pays qui sont des pays d'État. Et puis, vous avez en couleur, j'ai essayé de rattacher ce qui correspondait au pays d'élection du Comminges, hein, alors qui s'étendait aussi au-delà des Hautes-Pyrénées, hein, le Comminges. Bon. Ce qu'on appelle la rivière Verdun, qui comprenait le Louron, Galan ici, et qui remontait ensuite vers qui était en lien avec des territoires qui sont aujourd'hui dans le Gers, et puis l'Astarac avec Try, et même, alors ici, il y a cette zone-là, et puis une partie des baronnies était rattachée à l'Astarac, bon, au pays d'élection d'Astarac. Et bon, alors après, ici, c'était la terre d'élection de l'Armagnac, qui correspond à la Rivière-Basse. Bon. Oui, quand ensuite on va faire le département des Hautes-Pyrénées en 1790, bon, il y avait eu des débats, hein, est-ce qu'on va être attaché avec le Béarn ou pas? Il était question de faire un département basque. On avait promis aux Basques de faire un département. Et puis le département basque, on ne l'a pas fait, on l'a rattaché au Béarn. Alors on a dû jouer peut-être un rôle, parce que ça a été très très discuté, hein, en commission. Et nous avions un avocat qui était Bertrand Barrère, député du tiers-État des Hautes-Pyrénées, qui a défendu à fond la création du département des Hautes-Pyrénées. Et la frontière qui était la plus précise, c'était la limite avec le Béarn, quoi. Voilà. Et il n'était pas question d'être associé au Béarn. Alors à ce moment-là, il a bien fallu qu'on morde, hein, sur d'autres territoires plus à l'est. Et surtout que c'était assez imbriqué et que c'était difficile de savoir avec qui nous rattacher. Il avait été question de nous rattacher toute la vallée de Luchon. Mais Léo Garonnais voulait
pour s'appeler la Haute-Garonne, le cours supérieur de la Garonne. Bon, ils ne sont pas remontés jusqu'au Val d'Aran, mais enfin aux portes du Val d'Aran. Après, il y avait aussi un député très important qui était Vadier dans l'Ariège, qui a défendu à fond la création d'un département de l'Ariège. Hein. Vadier, c'est un personnage qui... il a défendu ensuite le comité de sûreté générale sous la terreur. Hein. Bon. Il l'a présidé. De l'autre côté, les Basques se sont retrouvés associés aux Béarnais. Hein. Vous savez qu'ils n'ont toujours pas accepté, et puis je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec la loi NOTRe et la création de communautés, de communes importantes, et bien aujourd'hui, il n'y a qu'une seule communauté de communes au Pays Basque. Les communes basques se sont toutes rassemblées dans une seule et unique communauté de communes. Ce qui fait qu'ils ont reconstitué indirectement, hein, alors que ce n'était pas l'objectif de la loi NOTRe au départ, mais ils se sont reconstitués une sorte de département basque aujourd'hui, avec leur communauté de communes. Ce qui a posé des problèmes aux Béarnais, parce qu'il n'y a pas une seule communauté de communes de Béarn, je ne crois pas, mais je me souviens avoir eu, parce que maintenant c'est bien, parce que nous avons des chaînes YouTube, et on peut suivre des débats. Hein. Il y a eu un débat à Pau, entre les différentes anciennes communautés de communes du Béarn, et la discussion c'était, est-ce qu'on fait une seule communauté de communes pour faire pendant au Pays Basque. Bon. Alors, tout ça, ce sont toujours des débats qui ont cours. Hein. Et quel que soit d'ailleurs, après, là on oublie les appartenances politiques ou les divergences politiques pour ensuite retrouver les solidarités de terroir. Bon. Je reviendrai sur ces cartes après. Donc, nous avons 3 pays d'État et 4 pays d'élection, mais les 4 pays d'élection, c'est un enchevêtrement de paroisses et de territoires. Hein. La majeure partie de notre territoire était effectivement des pays d'État. Alors, les États de Bigorre, évidemment, officiellement, les États de Bigorre, c'est reconnu par le roi à partir du moment où on est intégré dans le royaume. Mais, alors il y a des débats entre historiens, je suis obligé de faire état quand même. Est-ce que ça correspond à une tradition plus ancienne, une tradition depuis le Moyen-Âge? Bon. Alors, les premiers comtes de Bigorre, dès le Xe siècle, ont organisé une cour comtale avec des représentants des 3 ordres. Hein. Alors, des représentants de la noblesse et du clergé, mais certaines vallées du Lavedan sont représentées, pas toutes, et c'est eux qui représentent, c'est ces 2 vallées qui représentent le tiers-état. Ce sont les vallées, en particulier les Barégeois. Ils sont représentés. Mais il y a aussi des gens de l'extrême de Salles, du Val d'Azur, etc. Autrement dit, les comtes ont associé les populations des vallées au pouvoir comtal. Alors, la cour comtale, c'est la première forme des États de Bigorre. Alors, il y a un historien qui a beaucoup travaillé sur l'Avedan, Jean Bourdette, qui lui force le raisonnement. Il écrit ça. Si une assemblée ne portait pas encore le nom d'État de Bigorre, on conviendra du moins qu'elle était composée des mêmes éléments que les États et que dès lors, c'était la même chose. Point barre. Et lui, il vous fait remonter les États de Bigorre au Moyen-Âge. Bon. Alors après d'autres comme Louis de Froidour qui écrivait plus tôt, lui il conteste l'existence d'État. Alors maintenant si on prend des historiens récents là, si ça vous intéresse, bon, c'est une thèse qui a été publiée en 1962 d'un prof, je ne sais pas s'il est toujours en vie d'ailleurs, Gilbert Penn, qui s'appelle « Les attributions financières des États du pays et comtés de Bigorre au XVIIe et XVIIIe siècle ». Bon. C'était un historien du droit. Hein, et donc il dissèque tout ça, il vous explique comment ça fonctionne, etc. Et alors lui, il dit
pour conclure ses oppositions, il dit « Nous trouvons l'origine lointaine des États de Bigorre dans la cour comtale. Le titre officiel d'État du pays et comté de Bigorre n'est apparu qu'en 1283. » Donc c'est quand même apparu dans des textes anciens, dès la fin du XIIIe siècle. Bon, avant que n'apparaisse l'expression État de Béarn, parce que alors là il y a bagarre, non, nous on a eu des États avant vous, etc. Mais non, c'est. Bon, eux c'est 1315, donc par conséquent c'est après. D'après ce que j'ai lu dans Père, parce que moi j'ai pas été lire tous ces textes, mais bon, en gros. On peut dire que les États de Bigorre, c'est effectivement une tradition qui remonte au Moyen-Âge, dans la mesure où la cour comtale était la première forme. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a une participation des populations. Bon, alors, je vais accélérer pour vous raconter un petit peu comment ça fonctionnait. Ma deuxième partie, j'ai appelé ça les États, expression des libertés locales. Alors, liberté au pluriel sous l'Ancien Régime, ça veut dire que ce sont des privilèges, des avantages. Non pas accordés à des individus, mais à des collectivités. Ce sont des libertés collectives locales. Bon. Alors, prenons les États de Bigorre, c'est ceux qui avaient le plus de pouvoir et qui étaient les plus importants. Le clergé y est représenté. Il y a 8 représentants du clergé. Ce n'est pas les plus nombreux, c'est les moins nombreux. Alors, et membre l'évêque de Tarbes. Il est membre, donc, automatiquement, tout évêque est membre des États. Et même à partir de 1611 et jusqu'à la Révolution, c'est l'évêque qui préside les États de Bigorre. Bon. Ensuite, nous avons des abbés. De certaines abbayes et qui sont puissantes dans le département. Les abbés de Saint-Pé, de Saint-Savin et de Saint-Orens de Larreule, Saint-Orens de Larreule, près de Maubourguet. L'abbé de l'Escaladieu aussi siège aux États, ainsi que 2 prieurs. Le prieur, c'est-à-dire c'était les plus petites abbayes et les prieurés, le prieur de Momère, et puis le prieur de Saint-Orens de Lavedan au-dessus d'Ortiac, de Villelongue. Et puis, il y a un représentant de l'ordre de Malte, de la commanderie de Bordère, avec le commandeur qui siège aux États de Bigorre. Donc le clergé est représenté. Alors le nombre, peu importe le nombre, parce qu'évidemment, les membres du clergé sont les moins nombreux. Les membres du tiers-état vont être plus nombreux. Mais comme on ne vote pas par tête, mais par ordre, oui, on discute à l'intérieur de chaque ordre. Ça, c'était le débat qu'il y avait eu au début de la Révolution. Le roi voulait un vote par ordre. Parce que faut-il faire payer des impôts à la noblesse? Le clergé allait dire non, la noblesse allait dire non, et le tiers-état allait dire oui. Ça faisait toujours 2 contre 1. Et donc la majorité, pas numérique, mais la majorité. Bon, c'était d'où le débat sur le vote par ordre et par tête. Donc là, le clergé représente toujours une voix, et la noblesse toujours une voix. Par conséquent, ça fait toujours du 2 contre 1. Bon. Mais après, on discute à l'intérieur de chaque ordre. La représentation de la noblesse. Au XVIe siècle, alors on distingue deux types de nobles. Il y a les barons, c'est-à-dire les vassaux principaux du comte. Mais on est en Bigorre, c'est pas un territoire très riche, donc on n'a pas des gens si fortunés que ça. Les barons, au milieu du XVIe siècle, ils sont 8, ils seront 11 au XVIIe siècle jusqu'en 1789. Au premier rang, il y a le vicomte du Lavedan. Puis après, il y a d'autres barons, comme le baron de Luc, de Barbazan-des-Battes, de Clarac, de Muat, de Castelbier, et puis après, il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés. Ça varie. Mais la haute noblesse bigourdane est une caste fermée. On se marie entre soi, donc on n'intègre pas. Et ça, on va le voir dans un exemple précis après. À côté de ça, il y a les gentilshommes, des gens qui appartiennent à la toute petite noblesse. Ils sont 74 dans le département en 1670, mais ils désignent des représentants, parce que les 74 ne sont pas députés. Bon. Non, ils sont représentés.
Alors quand je dis que la noblesse la noblesse bigoudin est une caste fermée, normalement, le droit d'entrée aux États de Bigorre était attaché à une terre. Hein. Donc si vous achetiez une terre noble, vous êtes un bourgeois, vous achetez une terre noble, eh bien, ça devrait vous donner l'entrée aux États de Bigorre en tant que noble. Et sans forcément passer par une élection. Parce que si vous êtes bourgeois dans une ville, vous pouvez aller siéger aux États de Bigorre, mais il faut que vous soyez élu. Tandis que si vous êtes un noble, vous êtes membre de droit en quelque sorte. Alors, en 1751, il y a eu un règlement local qui a limité le droit d'entrée. Hein. Parce qu'au XVIIIe siècle, on voit beaucoup de bourgeois acheter des terres et alors les autres ne veulent pas se laisser déposséder. Il y a eu une sorte de réaction de la part de l'aristocratie, en France d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle. Leur hantise, c'était de voir la bourgeoisie rentrer dans la noblesse. Hein. Bon, alors, ils ont mis plein de barrières. Par exemple, pour devenir officier, c'est à la fin du XVIIIe siècle, il fallait avoir ces 4 quartiers de noblesse, c'est-à-dire ces 4 grands-parents nobles. Hein, bon. Parce que à partir de Louis XIV, il a anobli beaucoup. Hein, on appelait ça la savonnette à vilain. Hein, c'est pour nettoyer les vilains. Hop, parce qu'il avait besoin aussi financièrement de la bourgeoisie. Hein. Et puis les bourgeois, ça c'est une tradition bien française. Hein, on n'a pas le sens des affaires en France, hein. Bon, nous dit-on, si on prend les anglo-saxons en référence. Et parce que si, à part les Bretons qui avaient une exception là, si vous étiez un noble et que vous participiez aux affaires, au monde du commerce, etc., vous pouviez perdre votre noblesse. Hein. Donc, pour ne pas la perdre, eh bien, vous ne livriez pas au monde des affaires. Alors que les anglo-saxons s'en fichaient hein, de ça. Et par contre, dans la bourgeoisie, le rêve, c'était d'acheter une propriété, une terre, et de rentrer dans la noblesse. Bon, je vous renvoie à Molière, hein, avec le bourgeois gentilhomme, qui rêve de devenir un homme. Ça présentait des avantages, après on ne payait plus d'impôts, etc. Bon. Donc, le règlement 1751 limite le droit d'entrée. Et il y a quelqu'un qui va en faire les frais. C'est Jean Barrère. Jean Barrère, le père de Bertrand. Il était seigneur de Vieuxac à Argelès. Jean Barrère, par legs. Hein, l'ancien seigneur, Jacques Hector d'Antin, qui était à la fois seigneur de Route et seigneur de Vieuxac, décédé le 18 novembre 1788, avait légué la seigneurie de Vieuxac à Jean Barrère. Et Barrère était très content parce qu'il espérait rentrer aux États généraux comme ça, mais avec le règlement de 1751, il n'est pas rentré aux États généraux dans l'ordre de la noblesse. Hein. Et son fils d'ailleurs, Bertrand Barrère, sera élu député du tiers-État. Hein. Bon, alors ils avaient rajouté 2 Vieuxac à leur nom, mais c'était par achat de la terre. Donc, voilà pour la noblesse. Pour la représentation du tiers-État, c'est là que c'est intéressant, parce que le tiers-État, ça veut dire que c'est la population, en dehors de la noblesse et du clergé, qui siège. Il y a en tout 29 députés. Hein. Alors, il y en a 10 pour les vallées du Lavedan, 19 pour les villes, et puis certains lieux. Alors, les lieux, par exemple, Campan est un lieu. Hein, bon, voilà. Pour 1 an, ils sont élus tous les ans. Alors, dans les vallées, ils sont élus de manière très diverse. Il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas un règlement. Ils sont désignés par les consuls. Les consuls, ce sont ceux qui dirigent les paroisses. Hein, bon, les futures communes, quoi. Alors, les consuls sont réunis tous les ans au chef-lieu de la vallée. Alors, pas dans les 7 vallées du Lavedan. Il y en a 2 qui sont exclus de la représentation démocratique. C'est Saint-Savin. C'est l'abbé de Saint-Savin qui représente la vallée de Saint-Savin. Et c'est le vicomte du Lavedan qui représente
la vallée de Castelloubon, parce que c'est lui le châtelain de Côte-d'Oussan. Voilà. Alors, sur les 7 vallées, il n'y en a que 5 qui participent. Hein. Donc sont réunis, les chefs-lieux sont Argelès, Aucun, Luce, Préchac pour le Dabantaïg et Ségus pour le Batte-sur-Guerre. Alors, on a une grande diversité. La plus démocratique, c'est le Val d'Azun, hein, parce qu'il y a une élection. Hein. Chaque année, on élit, alors parmi les consuls, mais il y a une élection. Dans le Batte-sur-Guerre, dans le Davantaïg, c'est-à-dire la zone du Haut-Acam, si vous voulez, et puis dans l'extrême de Salles, Argelès et puis les communes de, quand vous montez sur le Bergonce par là, hein, là, il y a un tour de rôle par binôme de 2 villages, avec un tableau préétabli, hein, par un règlement. Alors, exemple, la première année, c'est les consuls de Salles et de Serran-Lavedan, la deuxième année d'Argelès et de Gèze, la troisième année d'Isaac et de Vieuxac, la quatrième année d'Ost et de Vidalos, et la cinquième année d'Agos et d'Uzous. Et après, on retourne. Hein. Il y a donc un turnover, mais qui est établi. Dans la vallée de Barège, le premier consul de Luce est systématiquement désigné d'office chaque année. Hein. Et l'autre député, puisqu'ils ont droit à 2, c'est un tour de rôle des autres paroisses, évidemment l'exclusion de Luce cette fois-ci. Alors la vallée de Campan a 2 députés élus qui sont directement élus par l'Assemblée générale des chefs de maison de la région de Campan. Bon, vous voyez que Campan aujourd'hui, c'est une très très grande commune, mais avec beaucoup de hameaux. Sainte-Marie, La Sève, etc. Hein. Bon. Alors dans les villes, c'est le conseil de ville qui élit les députés. Un par ville, sauf à Tarbes qui a droit à 3 députés. Au total, dans le département, il y a 7 villes au XVIIIe siècle. Il y a Tarbes, Bagnères du Bigorre, Lourdes, et puis Rabastens, Vic, Ibos et Sempé. Ce sont les villes les plus peuplées du département, enfin de la Bigorre à l'époque. Bon. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour les 4 vallées, on a eu, donc oui, Gambé, les États des 4 vallées, on a eu 2 règlements royaux. Le premier en 1688 et le second en 1744. Alors il y a 10 membres avec voix délibérative, et puis il y a des députés. Alors il y en a 3 pour la Vallée d'Or, 3 pour le Magnoac, 2 pour la Neste et 2 pour la Barousse. Bon. Mais, alors là, la noblesse et le clergé sont exclus escalité des États des 4 vallées. Bon, ils ne comptent pas. Bon, les nobles, s'ils se font élire consuls, hein, de certaines villes, ils peuvent rentrer dans les États des 4 vallées, mais il faut qu'ils soient élus. Bon, donc c'est un système qui ne leur donne pas le pouvoir. Alors, traditionnellement, le siège, c'était à Garaison, et dans une auberge. Le siège des États des 4 vallées. Alors après 1744, il y a eu quand même des contestations. Labarthe et Saran-Colin ont revendiqué d'être le lieu de réunion alternativement. Bon. Mais à partir de 1744, l'intendant d'Auch, par le règlement royal du 14 août 1744, l'intendant d'Auch peut assister à toutes les réunions. Et il y vient. Autrement dit, il pèse sur les choix, hein, c'est évident. C'est une manière de contrôler le pouvoir. Alors restent les États du Nébouzan. Le Nébouzan qui était une petite vicomté. Je vais vous montrer. Alors voilà, ça c'est une carte toujours tirée de la carte de Bigorre 4 vallées. Vous voyez, c'est très enchevêtré. Hein. Il y a Lannemezan ici, et puis après vous avez la viguerie de Mauvezin, mais avec des enclaves, notamment l'Escaladieu, qui est dans le comté de Bigorre. Bon. Et puis vous avez Ciotat par ici. Je pense que c'est par là, si je m'abuse, ou par ici plutôt, plus exactement, ce serait mieux par là. Voilà. Ceci, ici, là, en gros point, ça correspond au Comminges. Bon, c'est compliqué. Ici, Esparos est dans la Starac. La Neste, c'est dans les 4 vallées avec Saran-Colin, la Barthe. Bon, vous voyez, cet enchevêtrement, c'est très complexe. Bon.
les États, eh bien, ils siègent pas à Lannemezan, ils siègent à Saint-Gaudens. Le clergé est représenté. Alors, il y a un du clergé du territoire qui est actuellement aux Pyrénées. Il y a l'abbé de l'Escaladieu, qui a trouvé le moyen, lui, de siéger à la fois aux États de Bigorre et aux États du Nébouzan. Après, il y a 12 seigneurs, 4 capitaines, dont le capitaine de Mauvezen et le capitaine de Lannemezan. Il y avait des garnisons. Après, le tiers-État, lui, il est représenté, et parmi les communautés représentées, Lannemezan, Cap-Verne et Ciotat sont représentés aussi aux États du Nébouzan. Donc, autrement dit, j'ai dit tout ça pour montrer qu'il y a une tradition de participation. Hein. Et Bonaparte, lui, il va imposer l'autorité du préfet pour près de 2 siècles. Alors tout ça, c'est l'aboutissement d'une évolution qui a commencé sous Louis XIV, je l'ai dit tout à l'heure, avec le développement de l'absolutisme au siècle de Louis XIV. Hein, l'État monarchique va tenter de réduire, avec plus ou moins de réussite, les libertés des Pyrénéens. Bon. La Révolution, le Consulat et l'Empire vont poursuivre dans ce sens et amplifier cette reconquête du pouvoir dans les territoires par le pouvoir central. Bon. Donc finalement, Louis XVIII, au moment de la Restauration, il hérite d'un royaume très centralisé. Et donc la Restauration ne remettra pas en cause cette évolution, comme l'avaient espéré certains nobles, et notamment Pierre-Claire de Fondeville. Bon, alors depuis 1800, il y a quand même eu des évolutions. Alors j'ai essayé de dégager quelques évolutions rapidement de 1800 à 2015. Bon, de 1800 à 1870, le Conseil général est sous la tutelle du préfet, parce que le préfet, c'est l'exécutif du Conseil général. Hein. Bon. Il y a eu la secousse de 1848, de la Seconde République, bon, où on a vu, c'est marrant, quand on lit les délibérations du Conseil général des Hautes-Pyrénées, que vous pouvez lire aux archives départementales, vous avez le résultat des décisions qui sont prises, mais vous n'avez pas les débats, le journal des débats, on l'a pas, et ça c'est dommage pour un historien. Hein. Alors, on ne sait même pas qui s'exprime ou pas. C'est le résultat des votes sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, et même sous le Second Empire. En revanche, sous la Seconde République, là, on a dans les délibérations le récit du débat. Et alors là, c'est très très intéressant parce que on voit des débats de caractère politique. Hein. Quand vous avez par exemple 2 conseillers généraux qui étaient républicains, Dufort qui était notaire et Sénac qui était médecin, propose, alors que le président du conseil général, c'est Achille Fould, propose un impôt sur la fortune, hein, ou un impôt sur le capital, c'est de la provocation, ça, nette, à l'égard de Fould, qu'apprécie pas, hein, évidemment. Bon. Donc, mais c'est intéressant de voir les débats, parce que les autres prennent position. Alors il y a ceux qui n'osent pas trop, après, vexer Fould, hein, qui est l'homme puissant de l'époque. Et l'autre parenthèse, justement, c'est la période où Fould préside le Conseil général. Au début, en 1848, il a perdu la présidence, mais en 1849, il la retrouve et il va la garder jusqu'à sa mort en 1867. Bon, à partir de 1851-52, il est ministre d'État, notamment sur une grande partie du temps, de Louis-Napoléon Bonaparte. De Louis-Napoléon et de Napoléon III. Et ministre d'État, c'est un peu une sorte de Premier ministre. Il n'y a pas de Premier ministre sous le Second Empire. Alors vous imaginez que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui théoriquement est présent à chaque séance du Conseil général, il ne doit pas faire grand-chose sans consulter le président du Conseil général. Donc à cette époque-là, on peut dire que le président du Conseil général devait avoir le pouvoir, hein, mais c'était lié
à la personne et au rôle que jouait Fould au niveau national. Bon. Donc ça c'est une parenthèse. Je veux dire, la période de Fould, comme la période de 1800 à 1870, c'est vraiment le préfet qui a le pouvoir total. Sous la Troisième République de 1870 et jusqu'en 1982, le préfet demeure l'exécutif du Conseil général. Hein. Mais l'Assemblée a des marges de manœuvre un peu plus importantes. En particulier, a été créée la commission départementale en 1870. Et la commission départementale, c'est une commission qui siège en dehors des sessions du Conseil général. Et donc, elle exerce un contrôle sur le travail fait, sur l'exécution des décisions faites par le préfet. Hein. Et les gens qui ont été présidents des commissions départementales, c'était des gens qui avaient de l'influence dans le département. Par exemple, c'était quelqu'un qui a été très longtemps président, qui n'a jamais été président du Conseil général des Hautes-Pyrénées, mais qui a été président de la commission départementale, c'est Urbain Cazaux. Hein. Bon, Cazaux, il était un poste clé, là. Hein. Bon. Alors, sauf la parenthèse de Vichy, évidemment, dont on reparlera. Et puis, on a eu la loi du 2 mars 1982, qui a donné l'exécutif, le pouvoir exécutif dans le département, au président du Conseil général, assisté de vice-président. Autrement dit, là, on a changé de système. Hein. Et on a vu beaucoup de services passer sous la coupe du Conseil général. Quand autrefois le Conseil général se réunissait, et dans les procès-verbaux, à ce sens, c'est très riche pour un historien, les résultats des délibérations, parce que chaque année, et ça c'est depuis le début jusqu'en 1982, le préfet était présent au Conseil général, ainsi que tous les chefs des administrations départementales. Et chaque année, chacun faisait un rapport sur ses activités. Alors, quand vous lisez les procès-verbaux, les délibérations, vous avez un volume épais comme ça, où vous avez le rapport du directeur des ponts et chaussées, du directeur de la santé, de l'inspecteur d'académie, et vous apprenez tout ce qui a été fait dans l'année par ces services. Alors, ça vous donne une mine de renseignements sur tout ce qui a été fait dans le département. Alors, et les chefs de service, ils sont là, ils assistent. Bon, et à partir de 82, c'est fini. Hein. Bon, discuter de ça, on a eu, bon, je peux le dire, mais les archives départementales, c'est un service qui était un service de l'État, avec le directeur des archives départementales, qui était fonctionnaire d'État, etc. Et donc il siégeait au conseil d'administration, du conseil général, il assistait aux séances, il était là pour... Et l'archiviste devait faire un état de son activité, un compte-rendu chaque année. Et puis, ils sont passés au département. Alors aujourd'hui, c'est une situation un peu ambiguë, parce que le directeur des archives départementales demeure un fonctionnaire d'État, mais il est sous la dépendance du président du conseil général, qui décide de la politique à suivre, etc. Et alors, pour la charnière, pour ceux qui avaient été, mais c'est vrai aussi dans l'éducation nationale, hein, pour ceux qui avaient été, qui avaient connu la période antérieure à 82 et qui connaissent la période, qui ont connu ensuite l'autre période, certains n'ont pas apprécié ce changement parce qu'ils dépendaient du préfet et les voilà là dépendant du président du conseil général. Bon, ce qui n'est pas toujours accepté par certains fonctionnaires. Bon, mais c'est l'évolution. Alors Fondeville, il a été exaucé en 1882. Hein, en 1982, pardon. Alors, je vais conclure là-dessus. Le département, il est toujours sur la sellette depuis 2008. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la sellette? Eh bien, vous savez qu'on nous parle beaucoup du millefeuille administratif. Et on nous dit, il y a des structures en trop, il faut en supprimer. Une fois qu'il a été élu président de la République, M. Sarkozy avait nommé une commission confiée à Jacques Attali, qui devait faire des propositions pour réformer la France, et parmi les propositions de Jacques Attali, il y avait la suppression des départements et du Conseil général. Bon. Alors il paraît que quand Sarkozy a vu ça, il a dit je vais pas, si je supprime le département, ça va être la révolution, surtout que du côté du Sénat, c'était pas du tout dans l'air du temps, et donc, bon, c'est resté sans suite. Mais l'année suivante,
il y avait une autre commission qui était mise en place en 2009, présidée par l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, chargée de faire des propositions pour refondre notre carte administrative, etc. Alors, habilement, dans cette commission, il y avait aussi un autre ancien Premier ministre, Pierre Mauroy, pour assurer un équilibre. Bon, et la commission Balladur, elle n'a pas proposé la suppression du conseil, du département du conseil régional, elle a proposé la fusion conseil régional, conseil départemental. C'est là aussi où on a commencé à parler de fusion des communes. Et alors, bon, c'était une commission. Ils avaient redécoupé les régions aussi déjà. Ils avaient proposé un redécoupage de régions, la commission Balladur. Et bon, tout ça a donné lieu à une loi en 2010 concernant les départements, avec la création d'un nouvel élu qui devait être le conseiller territorial. Bon. Qui devait être élu dans chaque canton existant et qui siégerait à la fois au conseil départemental et au conseil régional. Bon. C'était une nouvelle fonction, le conseiller territorial, qui devait être entré en vigueur au mois de septembre 2012. Bon. Loi 2010, septembre 2012, entre-temps il y a eu les présidentielles de 2012, bon, et a annulé cette loi qui n'a pas été, finalement, qui n'est pas entrée en vigueur. Bon, et entre parenthèses d'ailleurs, toutes ces tergiversations autour du département, etc., ont fait perdre aux élections sénatoriales de 2011, on fait perdre la majorité à la majorité du centre et de la droite au Sénat. C'est la première fois que, depuis l'existence du Sénat, enfin, peut-être pas la première fois parce que Gaston Monnerville était au centre-gauche, mais enfin, il y a eu une bascule qui a duré que 3 ans, mais le mécontentement était venu des projets de réforme. Et d'ailleurs, le Sénat a obtenu depuis, dans une réforme constitutionnelle, c'est passé un peu inaperçu, que actuellement, il n'a pas le dernier mot, le Sénat, quand il y a un sujet, dans la Constitution de 1958. Sous la Troisième République, ils étaient à égalité, mais sous la 4e et sous la 5e, non. L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, a toujours le dernier mot. Mais, sauf pour tout ce qui va toucher à la réorganisation des collectivités territoriales, où le Sénat est à égalité. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, si on voulait toucher au département, etc., ça ne peut pas se faire sans l'accord du Sénat. Et même si on veut changer le Sénat. Bon, ça c'était le référendum de 69, bon bref, on en passe. Et alors, il y a eu la réforme de 2015, qui a supprimé le conseil général, enfin qui l'a transformé en conseil départemental. Alors on a dit, on divise le nombre de cantons par 2. C'est vrai qu'on a des cantons plus grands aujourd'hui. Bon, on a des cantons plus grands. Mais on n'a pas diminué le nombre de conseillers généraux. Parce que dans les nouveaux cantons, nous on est passé de 34 cantons à 17, mais au lieu d'avoir un conseiller général par canton, on en a 2, sous condition qu'on ait un binôme. Bon, ce qui fait qu'il y a toujours autant de conseillers départementaux, de conseillers généraux. Le seul effet visible, ben je ne veux pas porter de jugement, moi je n'en sais rien, on en parlera avec des anciens conseillers généraux si on en a à la fin de l'année. La seule nouveauté, c'est que maintenant il y a parité au niveau homme-femme, ça c'est sûr, avec l'histoire du binôme. Bon. Alors après, dans l'expérience, il y a eu des choses assez... Entre la première élection de 2015 et puis celle de 2021, entre-temps, les binômes, c'est comme les couples, ça divorce. Et on a eu des binômes qui ont divorcé. Il y a eu, sur Bagnères en particulier, il y a eu un binôme qui a divorcé. Bon, puisque les deux se sont retrouvés en concurrence à l'élection suivante. Bon, ça c'est de l'anecdote. Et aujourd'hui, eh bien, le président Macron, il évoque de temps en temps à nouveau une réforme des collectivités territoriales. Et on entend ici ou là une petite musique, on peut le lire, où il y a une remise en cause du département. Parce que nous avons des communautés de communes qui sont importantes,
Et aujourd'hui, regardez l'agglomération, la communauté d'agglomération de Tarbes, Lourdes, qui est quand même importante. Et alors, que représente le département à côté? Bon, alors, entre la communauté de communes, qui est importante, la communauté d'agglo, et la région, voilà, le département, il risque de se retrouver, c'est lui qui est un peu à ligne de mire. Alors, le problème se pose pour les milieux ruraux, parce que dans les grandes métropoles, hein, les départements, à Lyon, il y a eu une expérience qui a été faite. C'était quand Gérard Collomb était maire de Lyon et puis Michel Mercier, président du Conseil général. Les cantons de Lyon ont été sortis du département. Il y a un conseil général qui gère le monde rural, et puis la partie urbaine ne relève plus du conseil général. C'est compliqué ça, parce que quand vous êtes dans une ville, est-ce qu'à Tarbes vous connaissez les noms des conseillers généraux? Voilà. Tandis que si vous êtes dans un petit canton, vous connaissez le conseiller général, vous comprenez, c'est tout le problème, et ça c'est le problème de la ruralité. Tout ça, ça se mélange, et je ne sais pas comment ils s'en sortiront, mais si il fait une réforme là-dessus, ça va être très difficile parce que il a la majorité à l'Assemblée nationale et il faudra l'accord du Sénat. Alors ça, et le Sénat défend la ruralité quand vous les écoutez. Bon voilà, je voulais simplement balayer ça sur l'ensemble de la période en remontant, parce que on va reprendre alors période par période pour voir ce qu'ils ont fait, etc. Et montrer aussi l'évolution sociologique, c'est ça qui m'intéresse surtout. Voilà. Après, j'aimerais avoir vos avis si je continue comme ça ou pas. Moi, je n'en sais rien parce que on verra en avançant, parce que ça va nous donner quand même aussi une idée de l'évolution générale du département. Regardez, nous avons eu pendant longtemps 26 cantons jusqu'en 1970. Et donc, ça donnait lieu, ça donnait un prototype de conseiller général qui était toujours les mêmes. Alors, au XIXe siècle, c'était des notaires, des avocats, enfin, des gens. Et après, sous la Troisième République, on a eu un nouveau notable qui est apparu. Et les couches nouvelles dont parlait Gambetta, c'était les médecins. Et dans les années 60, jusqu'au début des années 70, 50, milieu des années 50 jusqu'au début des années 70, la moitié des conseillers généraux de Haute-Pyrénées étaient des médecins. Hein, dans leur canton, ils étaient... alors, c'est parce que les gens leur faisaient confiance, on votait pour son médecin, quoi, en gros, c'était ça. Et ils les représentaient, ils les défendaient, il faut voir un peu, ils intervenaient sur un certain nombre de sujets, quand on voit les délibérations. Bon, après... En 1970, il y a eu, pour 73, pardon, il y a eu une première réforme. On a augmenté le nombre de conseillers, on a divisé les deux cantons de Tarbes Nord et Tarbes Sud en plusieurs cantons. Tarbes en 5 cantons, puis il y a eu le canton d'Orient et le canton de Séméac, et puis au début des années 80, on a coupé le canton de Séméac en deux et le canton d'Orient en deux, ce qui fait qu'on a introduit de nouveaux conseillers généraux. Et là, c'était plus du tout les mêmes notables. C'était plus du tout les mêmes types d'élus. Comme au début des années 80, vous avez eu beaucoup de communistes qui ont été élus. Ils ont été jusqu'à 10 et puis après ils sont tombés, ils avaient disparu, puis aujourd'hui il y en a 2. Et bien vous avez des gens qui viennent du monde de l'Arsenal, etc., qui sont au Conseil général, quoi. Bon, c'était une différence. Bon, après... Au moment dans les années 80, quand la gauche elle est à l'épreuve du pouvoir au niveau national, elle se divise localement parce qu'elle n'est pas d'accord. En particulier entre les radicaux et les socialistes, il y a eu des divisions importantes, et avec les communistes aussi. Donc le résultat, ça bénéficie davantage au centre droit, et on va avoir, à une époque, beaucoup de chefs d'entreprise qui vont arriver au Conseil général, alors que c'était aussi une catégorie qui n'y siégeait pas. Voilà. Et bon, après, il y a eu des divisions aussi dans ce sens, et hop, ça a rebasculé. On a, alors aujourd'hui, c'est un peu différent, hein, comme cursus pour le devenir. Il faudra regarder de près, mais vous avez beaucoup de présidents de communautés de communes qui ont été élus là, et avec aussi aujourd'hui une nouveauté, mais qui correspond à l'ère du temps, les sans étiquette, les divers. Voilà, il y a la majorité actuellement des conseillers généraux, ce sont des divers gauche. Et ils soutiennent le président, voilà. Mais ils sont divers, sans étiquette. Bon, alors,
moi je ne porte pas de jugement, hein, mais c'est un constat, ça, c'est une évolution, parce qu'il fut une époque où ça se battait sur le plan politique. Mais j'ai l'impression que ça, mais c'est vrai aussi au niveau général, il y a une remise en cause des partis et tout ça. On suit donc une évolution générale, quoi. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'évoquer tout ça, hein, ça fera un peu aussi d'instruction civique et de réflexion. Voilà. Merci et on se retrouve alors le 30 novembre de 14h à 15h30. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.